pentru Uniunea Europeană. Interlocutorul nostru de astăzi, doamnelor și domnilor, este domnul Domenico Rossetti Valdalbero, care este secretarul general al Mișcării Federaliste Europene, Uniunea Federaliștilor Europeni. Bonjour. Bonjour, Christian, bonjour. Ma question, je vais l'expliquer, c'est de savoir comment on peut relier, oui ou non, la tendance autonomiste qui est de plus en plus forte en Europe, et tout près de l'Europe, je parle maintenant de l'Ukraine, mais non seulement, avec l'idée que nous avons comme centre de la politique européenne, celle d'une Europe unie. Est-ce que ces deux choses vont séparément? À un moment donné, il y a un problème, et si oui, lequel? Il y a certainement des revendications d'autonomie assez fortes dans de nombreux États membres. Tu as cité la Catalogne, l'Écosse, la Flandre, le nord de l'Italie. On a eu tous les grands soucis, y compris avec de la violence en Irlande, au Pays Basque, avec l'IRA et l'État. Aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements de revendication, heureusement, au sein de l'Union européenne, qui sont des mouvements pacifiques. Cette revendication d'autonomie, et en tant que secrétaire général des fédéralistes européens, je pense que le système fédéral, celui qui permet d'avoir d'un côté une supranationalité dans certains domaines, je pense à l'environnement, je pense demain à l'énergie ou à la politique étrangère, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens au XXIe siècle que des petites régions, voire des petits pays, continuent à avoir une politique étrangère séparée, une défense séparée. Il va de soi que dans un système fédéral, il y a d'un côté ce passage vers le haut des compétences pour certains domaines. Il y a évidemment aussi la subsidiarité. Ça veut dire qu'il y a énormément d'activités qui sont probablement plus performantes au niveau, si elles sont exécutées au niveau local. Je pense par exemple aux emplois de proximité. Toute une série d'initiatives d'emplois de proximité, je pense en tant que fédéraliste européen que c'est aux régions, c'est aux localités, aux villes éventuellement, à gérer ces questions-là. Donc je dirais ce dilemme qu'on a toujours en Europe entre la supranationalisation et l'infranationalisation, il y a aujourd'hui ceux qui, dans le droit international, discutent et décident. Je vous rappelle, la Commission européenne propose, et c'est les États et le Parlement européen qui disposent. Donc il y a cette double volonté de supranationaliser certaines compétences et de l'autre côté, cette revendication notamment identitaire, linguistique, pour l'éducation, dans la plupart des pays qui revendiquent ces autonomies. Je pense par exemple à la Catalogne ou au Pays Basque. Il y a déjà des systèmes d'éducation dans la langue locale, dans la langue régionale. Il y a évidemment aussi toute une question de savoir si ces régions prennent leur autonomie. Qu'en est-il, par exemple, de la répartition de la dette publique? Je vous rappelle, la dette publique est évidemment nationale. Si demain, l'Écosse, la Catalogne, la Lombardie, la Flandre décidaient de se séparer, je pense qu'il y aurait lieu une grande discussion, notamment sur la répartition de la dette publique. Autre grande question, c'est quel est le rôle du chef de l'État? Imaginez la reine au Royaume-Uni. Est-ce qu'elle serait encore la reine en Écosse? Est-ce que le roi d'Espagne serait le roi Felipe, serait encore le roi de la Catalogne? La même chose en Belgique et dans d'autres pays. Donc il y a des questions institutionnelles. Quel est le rôle du chef de l'État d'un État démembré? Et une question éminemment économique. Que fait-on de la dette publique? La plupart des États. Mais il y a aussi une autre question. Qu'est-ce que va devenir, du point de vue relation avec l'Union européenne, ce nouveau État membre, si on arrive à une région qui progresse sur cette voie qui finit par la déclaration d'indépendance? Ce sont des cas qui ne sont pas prévus par les traités. Les traités ont été signés par les États-nations, par les États membres, les représentants tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc certains juristes estiment qu'en cas de démembrement d'un État, de division où une entité régionale prendrait son autonomie, certains juristes nous disent qu'il faudrait que ce nouvel État fasse demande d'adhésion et donc respecte tous les critères
comme les nouveaux États membres, comme la Croatie il y a quelques mois, a dû évidemment respecter les différents chapitres, ce qu'on appelait les chapitres de Copenhague, pour faire partie d'un État membre. Donc ça, c'est évidemment une question qui, lorsqu'elle n'a jamais été posée ni politiquement ni juridiquement, il est difficile d'y répondre, mais certains juristes très nombreux disent qu'il faudrait que cette nouvelle entité fasse demande d'adhésion et donc un parcours, on pourrait imaginer demain la Catalogne, l'Écosse ou le Pays Basque ou la Flandre, qui serait durant 2, 3, 4 ans en phase de négociation pour l'acquis communautaire, pour qu'elle intègre l'acquis communautaire. On parle beaucoup maintenant d'un risque de morcellement réel de l'Union européenne, un risque de morcellement du pouvoir politique de Bruxelles, de l'influence politique de Bruxelles. Et ceci vient en parallèle avec la montée des nationalistes, des extrémistes dans certains pays européens, ceux qui disent, je rappelle cette phrase de Mme Marine Le Pen, nous irons à Bruxelles justement pour démolir les institutions européennes. Je pense que certains partis extrémistes qui ne défendent pas du tout les autonomies régionales, la première à ne pas respecter les autonomies régionales, c'est par exemple le Front National en France et d'autres partis nationalistes, mais au sens d'État-nation. Et donc ce qu'on voit, c'est une revendication d'un côté dans certains pays, vous avez cité la France, ou certains mouvements nationalistes au niveau français. Donc ce ne sont pas tellement les Bretons, les Normands ou d'autres qui revendiquent une autonomie, mais c'est vraiment un retour à l'État-nation. La France toute seule, la grande France pourrait résoudre les problèmes de la globalisation. Et de l'autre, on voit que ce sont des entités parfois petites. En Catalogne, on parle de 8-9 millions d'habitants. Au Pays Basque, ils sont 2. Donc ce sont des régions qui ne sont pas énormes, qui revendiquent une autonomie en disant « Regardez en Europe, vous avez beaucoup de petits pays, la Slovénie, le Luxembourg, Malte, qui sont beaucoup plus petits que nous, et qui ont un représentant à la Commission, par exemple, qui sont mieux représentés proportionnellement au niveau du Parlement européen. Donc c'est aussi la question de la représentation. Si c'est des mouvements qui sont pacifiques, je me souviens de la déclaration du président Wilson en 1920, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'était un des grands principes de Wilson. Je pense qu'on ne peut pas, dans des démocraties, aller à l'encontre de cela. Il faut par contre prévoir un cadre qui permette d'avoir des négociations pacifiques pour relever les problèmes qui sont quand même cruciaux. On parle, tout à l'heure je parlais de la répartition de la dette publique, mais aussi la répartition de l'aide aux retraités, par exemple. Comment les retraités, qui dépendent d'une certaine région, vont-ils survenir à leurs besoins? Dans la plupart des États, au cours je dirais, de ce siècle, ce dernier siècle et demi, on a vu que c'est l'État-nation qui a pris en charge la sécurité sociale, la santé, une grande partie d'autres responsabilités publiques, d'infrastructures. Donc imaginez tous les accords, toutes les difficultés aussi de cette autonomie si elle avait effectivement lieu. Dans quelques semaines, nous aurons le référendum en Écosse qui sera une bonne primeur pour voir quel est l'état, effectivement, lorsqu'on demande aux gens, non seulement lors d'un sondage, mais en réalité, lors d'un référendum, est-ce que vous voulez vraiment être indépendant? Quels seront les résultats? Et si le résultat donne un oui pour l'indépendance, qu'est-ce que va faire l'Europe? Qu'est-ce que sera l'Europe après un oui écossais? Je pense que le problème sera d'abord un problème au Royaume-Uni. C'est d'abord à eux de gérer cette situation et de voir quelle est la répartition à la Chambre des communes, à la Chambre des lords, comment ils se répartissent cela. Est-ce que M. Cameron restera le Premier ministre de tout le Royaume-Uni? Donc je pense que la question se posera d'abord... difficile à croire, mais... Difficile à imaginer même, mais quel sera le rôle de la reine en Angleterre à ce moment-là? Donc ça, c'est la première question. Ensuite, au niveau européen, on aura ce grand débat de savoir si une région qui demande son autonomie, qui acquiert son autonomie, est-ce que, par exemple, l'Écosse pourra-t-elle demain faire partie du groupe euro? Est-ce que si l'Écosse veut adopter l'euro, elle devra respecter les fameux critères de Maastricht sur la dette publique, sur le déficit budgétaire, sur le maintien de l'inflation, pour faire partie de l'euro. Donc nous avons une panoplie de scénarios imaginables sur lesquels on devra travailler
et la réalité est souvent un mélange d'aspects juridiques et de volonté politique pour aboutir à un accord. Je pense que la grande différence avec beaucoup d'autres parties du monde, c'est qu'en Europe, on parvient à résoudre ces problèmes sans conflit violent. Donc on est parvenu, il nous a fallu des dizaines et des dizaines d'années pour arriver à ce système de dialogue, ce système de débat, ce système de respect des minorités. Et quand vous regardez la carte du monde et on parle de minorités, il y a peu de continents, à part l'Europe sans doute, où les minorités sont aussi bien protégées et aussi bien respectées. Donc je pense qu'on est, heureusement, en Europe, dans l'Union européenne. On a eu, depuis le traité du charbon et de l'acier de 1951 et le traité CE de 1957, tellement de développement économique, mais aussi sociaux et politiques, qui font que nous espérons, en tout cas, ne pas avoir de violence sur notre continent pour ces questions d'identité. Quand vous parlez de notre continent, vous le confondez avec l'espace de l'Union européenne. Mais à la marge, à la frontière de ce continent, le problème de l'identité minoritaire donne lieu à une guerre, à des tensions énormes et pose un problème immense pour l'Union européenne parce qu'on craint, peut-être justement ou non, ça on le verra, un effet de contagion. Je parle de la minorité russe en Ukraine. Est-ce que là, il y a un modèle qui pourra présenter un problème au niveau de l'Union européenne? Donc la question déjà est très différente de ce qu'il se passe au sein des États membres de l'Union européenne, qui respectent donc les traités européens, la charte des droits fondamentaux, et ce qu'il se passe dans des pays tiers. L'Ukraine est encore un pays tiers. La Russie est un grand voisin avec qui nous avons historiquement des relations très très longues et fortes, tant du point de vue politique, depuis Catherine II jusqu'à Poutine actuellement. Nous avons des transferts très importants, des transferts économiques, financiers qui vont de l'Europe vers la Russie pour les approvisionnements en gaz naturel. Donc c'est un très grand voisin, mais la situation de l'Ukraine est très différente que ce qu'il se passerait demain en Écosse, en Catalogne, au Pays Basque ou en Flandre. Parce que nous sommes dans un état de droit dans l'Union européenne et nous respectons les traités et la charte des droits fondamentaux. Chose qui évidemment ne s'applique pas dans les pays tiers et dans les pays du voisinage. Effet possible de contagion aux mêmes communautés russophones dans les pays baltiques, parce qu'alors on parle de l'Europe. Quand on parle de l'Europe, la situation est très différente. Je vous rappelle que l'Union européenne, avec le Service européen d'action extérieure, a intégré les concepts, les idées du traité de l'Union de l'Europe occidentale. Donc il y a une clause d'abord de solidarité au sein même de l'Union. Solidarité très forte. Donc en cas d'agression d'un pays, il y a cette clause de solidarité où tous les autres, si un État membre de l'Union européenne était agressé par un pays tiers, les 27 autres devraient lui porter solidarité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons l'OTAN, qui est toujours actif. On l'a vu avec le sommet récent au Royaume-Uni, où il y a une solidarité au sein des pays de l'OTAN. Donc, qui vont des États-Unis jusqu'à la Turquie, il y a cette solidarité, il y a des bases aussi. Donc, il y a au niveau occidental une défense de l'état de droit, une défense du respect des minorités, une défense de la démocratie au sens large. Oui, mais je reviens à la question de la minorité russophone, et je pense aux pays baltes. Si cette minorité décide demain, comme en Crimée, d'organiser un référendum, et le résultat est nous voulons être indépendants, nous voulons constituer pour notre zone géographique une réalité autonome qui pourra, oui ou non, aller vers la Fédération russe. Est-ce que l'idée d'un référendum dans ce type de circonstances est acceptable? Jusqu'où on peut aller?
Je pense que la question de l'acceptation ou non des référendums est une question qui se décide au niveau national aujourd'hui. Si un référendum d'une minorité russophone dans des États baltes devait aller dans le sens d'une demande d'une plus grande autonomie, je pense que c'est à l'État en question de voir s'il y a lieu ou non de donner plus d'autonomie. Je pense que déjà aujourd'hui, dans beaucoup, prenons le cas de l'éducation, beaucoup d'écoles où on peut apprendre le russe sans aucun problème. La question se posera plus lorsque cette minorité, si elle devait voter effectivement oui pour un référendum de type Crimée, par exemple. De type Crimée. Je pense que les résultats ne seraient peut-être pas aussi forts. En Crimée, je pense plus de 90% des citoyens s'étaient exprimés favorables à la Russie. Je ne suis pas du tout certain qu'on ait des résultats du même type dans les pays baltes. Loin de là. Et même si cela devait se passer, je pense que les pays baltes, avec le soutien de différents autres pays de l'Union européenne, arriveraient à un régime peut-être d'autonomie, de plus d'autonomie. Et là, les exemples actuels de la Catalogne, de l'Écosse, de la Flandre sont certainement utiles pour donner des bonnes pratiques où cette autonomie a lieu en respectant le cadre constitutionnel. Il y a dans tous les pays une constitution, et donc dans le cadre constitutionnel qui est prévu à cet égard. Vous devez connaître, comme votre poste, le cas du nord de l'Italie, de la Ligue du Nord. Eux aussi ont dit « nous voulons l'indépendance ». Quel serait le résultat d'un référendum dans cette zone du Nord, maintenant, en Italie? Je pense que les élections européennes ont eu lieu il y a au mois de mai de cette année. Les résultats pour la Ligue du Nord ne sont pas du tout faramineux. Donc c'est une minorité qui demande une indépendance. Le fait de vouloir une autonomie, quand vous connaissez aussi les grandes villes italiennes, vous pensez à Venise, vous pensez à Milan, vous pensez à Gênes, ce sont des villes qui ont eu durant des siècles et des siècles beaucoup d'autonomie. À la Renaissance, les républiques, certains, après il y a eu des duchés, il y a eu des marquisats, il y a eu des royaumes, mais je me souviens qu'à la Renaissance, la seule monnaie européenne, c'était le florin, qui venait de Florence. Donc lorsque vous avez des villes et des régions qui ont eu une autonomie séculaire, l'unification italienne est récente, c'est la fin du 19e. Il y a toujours encore, la langue italienne maintenant est tout à fait pratiquée, mais les dialectes sont encore très actifs. Si vous allez en Sicile, dans le Piémont, en Lombardie ou en Campanie, vous avez les dialectes qui sont couramment parlés. Vous avez néanmoins une politique étrangère nationale, vous avez l'euro comme monnaie, vous avez une cour constitutionnelle nationale et vous avez évidemment la constitution italienne depuis la Seconde Guerre mondiale qui est d'application. Je pense que les revendications vers plus d'autonomie sur ce qu'on appellerait, certains juristes parlent des matières personnalisables, les questions qui touchent directement la personne. Vous pensez par exemple à la langue que vous voulez parler, vous pensez à l'éducation que vous voulez donner à vos enfants, ce sont des thèmes qui sont éminemment proches de l'identité. Et cette identité, je ne pense pas qu'il y ait une identité dans le nord de l'Italie qui soit unie. Vous avez les Génois, vous avez les Vénitiens, vous avez les Milanais, vous avez les Bergamaschi. Donc ce sont des communautés qui ont une identité, je vous disais, séculaire, qui ont eu, à certains moments donnés de l'histoire, une grande force. La République de Venise faisait de la planification à 40 ans, faisait du commerce international, comme on peut difficilement l'imaginer à cette époque. Donc je pense que cette revendication vers l'autonomie, on va vers cette acceptation de plus d'autonomie pour les entités régionales. Cela étant dit, il y a de l'autre côté cette aspiration vers le supranational. Quand je vois les succès des programmes européens d'échange, lorsque Erasmus, vous allez dans un bureau Erasmus de toutes les universités d'Europe et vous avez des files de centaines et de centaines d'étudiants qui veulent voyager, qui veulent connaître l'Europe. Donc on a cette aspiration vers le haut, vers l'échelon européen, et de l'autre côté, cette revendication à l'autonomie, à l'identité locale. C'est un peu ce qu'on appelle le retour au terroir, et qu'on voit ça aussi dans les produits alimentaires, dans les vins, dans les fromages, dans les activités. Il y a un retour au terroir local. On ne se sent plus véritablement d'une nation, mais de son territoire proche, je dirais quelques kilomètres de taille.
Ici à Bruxelles, on fait circuler depuis assez longtemps des cartes montrant les nations sans État en Europe. Et c'est une carte étonnante parce qu'il y a beaucoup de soi-disant nations sans État, ce qui pourrait à un moment donné demander d'avoir un État-nation. Et alors, il y a le débat qui suit entre l'Europe, le concept Europe des nations, et l'Europe telle que vous chérissez l'Europe fédérale. Qui a raison? Je travaille souvent avec des géographes et je me pose toujours la question lorsqu'ils doivent dessiner ces cartes. Il y a quelqu'un qui doit mettre une limite et je me demande toujours où ils arrêtent la Catalogne, où ils arrêtent le Pays Basque, où ils arrêtent l'Écosse. Les frontières naturelles n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes toute la journée sur des systèmes mondiaux, on utilise l'Internet, on utilise le Global System for Mobile Communication, le GSM mondial, le web, c'est le réseau mondial. Et de l'autre côté, on a des géographes qui font des frontières, un peu comme on les faisait il y a 3 ou 4 siècles, avec ils ont changé le crayon par la souris, mais la délimitation de ce qu'est une nation est quelque chose d'éminemment épineux et qui mérite énormément de discussions. Une nation, je pense, se construit. Une nation se construit. Je parle souvent de la question linguistique. Il y a aussi la nostalgie. Il y a toute une série d'éléments de sentiments, identité, que la raison, et on a un lourd héritage du siècle de la raison, du siècle des Lumières en France, au XVIIIe, tous ces facteurs-là ne sont pas facilement analysés par la raison. Qu'est-ce qui fait qu'une personne se sente au plus profond de lui-même, au plus profond d'elle-même, une citoyenne de tel territoire, et où s'arrête ce territoire? Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est la province? Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est la macro-région? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est l'Europe? Vous aviez toute une série de philosophes dans les années, c'était au début du XXe siècle, qui parlaient d'un grand mouvement fédéraliste mondial. World Forum, World Federalist Movement, le World Federalist Movement. Et là, ce sont des idées d'humanistes qui estimaient qu'une personne a toujours droit à un respect. Poète. Ce sont des poètes et romantiques. Mais vous savez, les plus belles constitutions, si vous prenez la Constitution française de 1848, avait été écrite par des gens comme Victor Hugo, Chateaubriand. Les plus grands politiques ont aussi été souvent des grands écrivains. Je pense à St. John Perse, je pense à Alexis de Tocqueville. Donc, séparer, et surtout lorsqu'on parle d'identité de nation, la dimension poétique, romantique est extrêmement forte. Beaucoup de grandes révolutions nationales ont été le fruit, notamment, de résultats de grandes œuvres d'opéra. Pensez à Giuseppe Verdi, pensez à la Muette de Portici et beaucoup d'autres qui ont insufflé. Donc cette idée de nation telle qu'elle, je pense qu'il est très difficile de délimiter ce qu'est une nation dans un territoire extrêmement délimité. Quand je vois à Chypre qu'il y a encore cette séparation. Voilà. Donc quand l'idée de nation, quand ce sentiment poétique que vous décriviez devient ou peut devenir encore dans ce début de XXIe siècle, peut devenir conflictuel avec l'autre sentiment poétique de l'autre nation. C'est extrêmement dangereux. Lorsqu'on perd la raison, c'est une expression, lorsqu'on perd la raison, c'est le chaos. On a vu ce qui s'est passé dans certains pays lorsque la nation s'est effondrée dans certains pays du sud de la Méditerranée. Pensez à la Libye. Je ne pense pas que beaucoup d'États européens, aujourd'hui, y compris les pays où des fortes revendications régionales, nationalistes se font sentir, prennent la Libye comme exemple. Donc lorsque vous arrivez à un système que je qualifierais de presque tribal, je pense que ce n'est pas vers le progrès dont beaucoup de poètes, mais aussi beaucoup de politologues, de sociologues, d'historiens, de philosophes ont écrit. Oui, mais il y a quelque chose d'inexplicable pour moi. Pourquoi dans ce contexte mondialiste, qui devient de plus en plus fort non seulement intellectuellement, mais techniquement, vous avez évoqué les moyens de communication, les liens de communication, le réseau mondial de communication.
qui établit des liens hors nationaux. Mais dans ce contexte, il y a quand même encore et encore un problème qui revient, un problème qui a provoqué des guerres, qui provoque des haines, toujours de grandes incompréhensions et qui est utilisé pour provoquer des tensions énormes. L'idée de la grande, et on met de la grande Albanie, de la grande Hongrie, de la grande Roumanie, de la grande. Et ça peut générer, même maintenant, même dans cette Union européenne, peut générer d'énormes problèmes. Quelle sera la solution? Pour moi, la solution, c'est la grande Europe. C'est une Europe qui est plus unie, qui montre aux citoyens qu'on respecte leur identité nationale, régionale, locale, on respecte leur langue, on leur respecte leurs habitudes, on respecte leur façon de vivre. Mais de l'autre côté, je pense que la plupart des pays et des régions qui ont ces revendications, les citoyens sentent quand même que le monde a changé, que nous sommes dans un monde de plus en plus globalisé. Les grands acteurs de ce monde font plus d'1 milliard de personnes, 1,3 milliard en Chine, la même chose en Inde. Les États-Unis, c'est plus de 300 millions d'habitants. Donc qu'est-ce qu'une petite région de 2, 3, 10 millions d'habitants peut faire pour essayer d'exporter son modèle, ses valeurs? On fait appel à l'ancienne histoire. Lorsque notre pays, notre région était plus grande, était florissante, était le centre du monde, pourquoi ne pas l'avoir encore une fois? Et on arrive à un moment donné très proche de l'idée de la réécriture des frontières, ce que la Russie a fait avec la Crimée, par exemple. Bien sûr. Dans l'Union européenne, actuellement, personne ne propose de redessiner les frontières jusqu'à aujourd'hui. On a des minorités qui revendiquent, et à juste titre, qui revendiquent des questions qui relèvent, je disais, plus de l'identité, du sentiment que de la raison, de l'efficacité. Mais lorsqu'on est dans un espace de paix, et l'Union européenne est un espace de paix, lorsqu'on est dans un grand marché intérieur, où les personnes, les produits, les services, les capitaux peuvent circuler librement, je pense que ces revendications peuvent être assouvies dans le dialogue et dans des accords. La violence est toujours là, c'est le débat entre Hobbes et Rousseau. Rousseau, l'homme est bon, Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Donc il y a toujours ce débat au plus profond de l'instinct de l'homme. Mais en Europe, je pense, on est très loin de ce qui se passe dans d'autres parties du monde, où on en arrive à des questions de décapitation, d'amputation, de lapidation. Donc heureusement, dans l'Union européenne, on en est à on a eu des décennies d'apprentissage au respect de l'état de droit. On a des systèmes de justice qui fonctionnent, mieux ou moins bien, mais on a des systèmes de justice qui fonctionnent. Et donc, cela, je pense, aujourd'hui, dans l'Union européenne telle qu'on la connaît, heureusement, la violence est, je dirais, si pas réprimée, en tout cas canalisée dans d'autres types d'objets que la violence. Vous savez très bien qu'il y a toujours un potentiel de violence derrière toute l'histoire, toute notre histoire. Et alors, la question suivante, c'est qui est responsable du sort des minorités? Parce que il y a plusieurs chefs d'État qui ont dit non seulement les minorités sur le territoire du pays national, du territoire national m'intéressent, mais je suis responsable en tant que chef d'État, mon pays est responsable du sort des minorités qui se trouvent sur d'autres territoires. Parce que ces minorités font partie du pays, de la grande idée du pays. C'est ce que M. Poutine a dit. Nous sommes responsables du sort des minorités russophones dans toutes les zones avoisinantes. C'est ce que dit M. Viktor Orban de Hongrie, qui dit nous sommes responsables du sort de toutes les minorités hongroises. Et il parlait de la Roumanie, mais il parlait aussi de celles qui se trouvent au sud de l'Ukraine. Jusqu'où peut aller ce sentiment d'appartenance de la minorité
russe, hongroise ou autre, est-ce qu'on peut concevoir une intervention de cet État, comme l'a fait la Russie en Crimée, comme étant une chose explicable ou normale? Je vous dis, dans l'Union européenne, on est dans une situation très différente de celle de la Russie et de l'Ukraine, parce que nous avons un système qui nous permet, un système de traités, de chartes de droits fondamentaux, de constitution nationale, qui permettent de gérer cela, non pas par les chars et les armes, mais par le dialogue, le débat politique et, in fine, le consensus. Donc ça, on en est loin. Je le crois. Mais est-ce que vous croyez que même au sein de l'Union européenne, il y a des gens, des politiciens hors l'Union européenne qui veulent influencer ces revendications des minorités pour provoquer justement ce qu'on évoquait au début, un possible effondrement du système européen? Je ne crois pas aussi l'effondrement du système européen. Ou des problèmes au niveau européen. Des problèmes, certainement, on aurait trop à perdre. Moi, j'explique souvent... Si effondrement il y a. Mais s'il y a des problèmes, pour créer des problèmes? Ça, certainement, il y aura. Et certainement, vous avez dans la plupart des pays des mouvements nationalistes, des mouvements régionalistes qui sont certainement... Qui incitent à la violence. Vous le voyez lors des manifestations un peu partout en Europe. C'est heureusement une très petite minorité. C'est heureusement une très petite minorité. Dans la plupart des pays de l'Union européenne, il y a une façon de gérer ces problèmes qui se gère. On en vient rarement aux mains au Parlement, dans les parlements nationaux. Dans certains pays, on en vient plus souvent au poing, aux mains, alors que dans d'autres, dans la plupart des pays de l'Union, heureusement, on respecte le dialogue. Il y a des oppositions fortes, il y a des oppositions tranchées, des positions sur lesquelles on ne veut pas trancher. Mais il y a aussi des exemples sanglants au niveau de certaines régions. Ça, il ne faut pas l'oublier. On n'oublie pas, mais depuis que l'Union européenne existe en tant que telle, ces mouvements sont extrêmement rares. Et j'insiste que pour l'avenir, je pense que sur les 500 millions de citoyens européens, combien voudraient en venir aux armes pour cette idée d'indépendance ou de nationalisation ou d'expansion territoriale? Aujourd'hui, ce sont tous des mouvements extrêmement minoritaires et je pense qu'ils le resteront pour les 20 à 30 prochaines années. Donc vous pensez qu'il n'y aura pas un possible export très dangereux du type de mouvement revendication, État-nation comme en Crimée ou comme... Lorsque c'est un État tiers, vous avez parlé de la Russie, qui devait soutenir des mouvements indépendantistes au sein de l'Union européenne, je pense que l'Union européenne est assez soudée et l'OTAN est assez forte pour y faire face. Mais il y a un danger, vous considérez que un danger peut exister en ce sens? Un danger, les dangers, vous savez, ils sont toujours là, donc je ne l'exclurai pas. Est-ce que vous croyez, maintenant, on a parlé des avantages et des désavantages qui sont au niveau du citoyen européen. Maintenant, on doit parler des politiques. Les politiciens qui dirigent ces partis, qui passent des messages qui très souvent sont des messages directs de haine et de nationalisme fervent, au moins. Que peut faire l'Europe? Pourquoi il existe? Pourquoi il agisse? Pourquoi l'Europe laisse faire dans ce domaine? Lorsqu'un homme ou une femme politique utilise des propos qui ne respectent pas l'état de droit ou la démocratie, il y a des sanctions possibles. Je vous rappelle, une des sanctions qui est prévue dans le traité, c'est d'enlever le droit de vote à un pays qui ne respecterait pas les traités et tout ce qui les accompagne. La liberté d'expression, la liberté de manifester, donc toutes ces grandes libertés qu'on a obtenues en Europe après des siècles et des siècles de lutte, de révolution, beaucoup de morts aussi pour obtenir ces droits. Donc il y a des sanctions possibles au sein de l'Union européenne vis-à-vis d'un pays. Donc les sanctions, mais les sanctions, c'est toujours l'ultime mesure. Je vous rappelle, on a des conseils européens maintenant qui se réunissent très très régulièrement. À l'époque, il y en avait 2 par an.
Aujourd'hui, on a l'impression que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent. Préfèrent se réunir à Bruxelles. Et ils se réunissent de plus en plus souvent, je ne dis pas mensuellement, mais ils ont un dialogue qui est presque récurrent, presque quotidien. S'ils ne se parlent pas au téléphone, s'ils ne s'envoient pas des SMS, ils se rencontrent ici, au Juste Lips, ici à Bruxelles, au Conseil européen. Et donc, c'est souvent le meilleur moment, lorsqu'on est à une table, tous ensemble, de dire voilà ce qui ne va pas. Et on peut parler de certains pays qui ont été peut-être moins respectueux de l'état de droit et des réformes qui ont été faites. Et je vous assure, lorsqu'un État membre, lorsqu'un homme politique ou une femme politique prend des mesures de ce type, il se retrouve au milieu de la table avec 27 autres qui le regardent et qui disent « fais attention parce qu'alors demain, on peut imaginer des sanctions », je pense que cet homme et cette femme politique y repensent à 2 fois. Nous approchons la fin du programme, mais je voudrais vous demander à la fin pourquoi vous avez, si vous gardez encore la confiance en Europe, parce que après les élections européennes, après cette présence assez importante, 150 europarlementaires qui viennent du camp des eurosceptiques, au moins eurosceptiques, il y a des voix qui disent, voilà, l'Europe commence à avoir de gros problèmes. Et ça, c'est le discours minimal que je cite. Est-ce que vous croyez quand même que l'avenir fédéral de l'Europe peut être un avenir logiquement possible et puisque vous êtes un expert dans un domaine qui m'intéresse aussi, dans le domaine des énergies renouvelables, la nouvelle Commission a mis sur la table la grande proposition de l'Union européenne de l'énergie. Et avec cette nouvelle ouverture, nous serons le numéro 1 des énergies renouvelables dans le monde. Dans ce contexte d'euroscepticisme marqué, vous croyez qu'un tel projet qui nécessite des volontés nationales et évidemment une politique européenne acceptée par tous et des sacrifices économiques, est-ce que ce sera possible ou c'est seulement une promesse politique? Alors d'abord, les eurosceptiques, on en a eu tout au long de l'histoire de l'unification européenne. Je me rappelle, dans les années 70 et 80, on avait le Parti communiste en France qui était très fort. On a eu souvent des nationalistes à droite et à gauche dans plusieurs pays européens. C'est vrai que maintenant, on est un peu plus qu'avant, mais on reste toujours en dessous des 20% quand même. Donc c'est beaucoup, c'est plus que dans le passé. Mais certains de ces mouvements ont tendance non pas à s'extrémiser, mais à se rapprocher du centre lorsqu'ils se rapprochent des responsabilités. On l'a vu en Italie, vous aviez l'Alleanza Nazionale qui était le résultat du Movimento Sociale Italien, donc c'était un héritage du parti fasciste italien qui, au milieu des années 90, a fait sa mutation pour devenir un parti de centre-droit respectable et surtout fréquentable et respectant la Constitution, respectant l'état de droit, respectant la justice, respectant les minorités. Donc si on va dans cette tendance-là, c'est quelque chose qu'on a souvent connu. Maintenant, je pense que ce qu'il manque à l'Europe, peut-être, c'est une grande vision d'avenir. Si on parvient à rassembler les 500 millions de citoyens européens sur des grands projets mobilisateurs, et à cet égard, les fédéralistes européens ont lancé une initiative New Deal for Europe, qui est un grand plan de relance économique, notamment avec les renouvelables, mais aussi avec des transports propres, avec plus d'infrastructures. Donc ce sont des travaux publics importants. C'est une relance néo-keynésienne qui est proposée par l'Union des fédéralistes européens, mais dans un sens de durabilité. Et donc lorsqu'on voit que les objectifs européens des renouvelables, l'objectif formel est de 27% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, je pense que si on va dans cette direction et on montre aux citoyens européens qu'ils soient en Roumanie, qu'ils soient en Italie, en Allemagne ou en Angleterre, on lui dit regardez l'Europe, grâce à l'Europe, on a plus de croissance et on a plus d'emplois et on a une meilleure qualité de vie. Je pense qu'à ce moment-là, on est dans la bonne direction et les eurosceptiques auront peu de choses à dire. Donc, sur le fond, la réponse à la grande question que nous avons discutée jusqu'à maintenant, la relance des nationalismes en Europe et des mouvements d'autonomie, est toujours une grande réponse économique, et une grande réponse économique de succès, n'est-ce pas? Une réponse économique, sociale et politique.
Parce que derrière ces grands débats, il y a aussi des hommes et des femmes qui vivent. Lorsqu'une personne qui revendique l'autonomie se retrouve avec un hôpital fermé et doit faire 30 ou 40 kilomètres pour aller se faire soigner, au-delà de l'économie, c'est la vie d'un homme et d'une femme, d'un Européen, d'une Européenne qu'il faut respecter. Et je pense que ces autonomies, lorsqu'elles sont face à la réalité, elles devront peser le pour et le contre, les coûts et les bénéfices de cette autonomie. Mersi pour la prezență dans ce program. Vă mulțumesc și noastră, doamnelor și domnilor, și cred că aceasta este concluzia. Trebuie măsurat foarte bine între un entuziasm teoretic și realitatea concretă a vieții de fiecare zi, oferta aceasta economică atât de importantă, pentru că până la urmă vorbim de nevoia de a trăi într-un spațiu care să se apropie de media europeană, de ceea ce admirăm la o construcție care continuă, cu toate problemele ei, continuă să prospereze. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Aceasta este concluzia, doamnelor și domnilor, o concluzie care repune marea problemă la locul său, și anume, cântăriți bine orice gândire în domeniul autonomiei, independenței, pentru că ea trebuie să dea un răspuns nu la o idee teoretică, ci la o realitate. Realitatea vieții de fiecare zi, cu avantajele sau dezavantajele a ceea ce numim viața bună, în libertatea acestui spațiu pentru care ne-am bătut atât de mult să ajungem și sperăm să îi tragem toate beneficiile acestei prezențe de acum și de mâine. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!